Voilà pour la primaire de l'UMP Michel au Sénat. C'est donc Gérard Larcher qui sera le prochain président. Merci Caroline. Et puis on va tenter d'analyser la signification politique de ce vote, sachant que Gérard Larcher n'est pas encore président du Sénat, puisque c'est mercredi qu'il va affronter en plénière. En fait, il va affronter tous les présidents de groupe, Didier Guillaume pour le PS, Jean-Vincent Placé pour les écolos, Éliane Assassi pour le PC et François Soqueto pour le groupe centriste. Mais évidemment, le suspense est assez mince. Hélène Becmézian, vous suivez l'actualité parlementaire pour Le Monde. Alors, on va laisser de côté l'interprétation politique, évidemment, où Nicolas Sarkozy apparaît en pointe de mire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les sénateurs, ne faut pas les bousculer et que d'un certain point de vue, ils préfèrent éviter toute nouvelle aventure et Raffarin, malgré lui, en représenter une. Oui, et puis c'est aussi qu'il ne faut pas les bousculer dans le sens où ils aiment bien ce côté maison, institution sur lequel Larcher a beaucoup joué. Larcher, il est quand même sénateur depuis 86, ça fait très longtemps qu'il est dans la maison, il a déjà été vice-président du Sénat. Donc d'une certaine manière, les sénateurs préfèrent être un peu rassurés plutôt que de partir, oui, dans une nouvelle aventure. Avec il a vraiment joué la maison. Complètement, il le disait lui-même, moi je suis 100% Sénat, 100% Sénat, il n'arrêtait pas de répéter ça tout le temps. Et c'est vrai que Raffarin, il est là depuis seulement 2004. Et puis il y a cette envie de politiser beaucoup l'élection qui inquiète un petit peu les sénateurs, qui ne veulent pas, comme il le dit souvent, on n'est pas comme à l'Assemblée, on est moins politisé, moins partisan. Et surtout, on ne veut pas être le marchepied de éventuelle réélection de Nicolas Sarkozy en 2017. François-Xavier Bourmeau, vous partagez l'analyse de notre consoeur ? Oui, tout à fait. Gérard Larcher explique, quand il parle des élections sénatoriales, que c'est de la dentelle, en fait, qu'il faut aller chercher les électeurs un par un, leur parler. C'est vraiment un travail très délicat, très fin. Je veux dire, à un moment, dans un papier, je crois que c'est dans Le Monde, il disait « Oui, j'ai fait campagne sur le terrain, au restaurant du Sénat, dans les allées. » Donc, le terrain électoral, c'est le resto du Sénat, dans ces cas-là. Ouais, les grands électeurs, il faut les cajoler. Les sénateurs, il faut aussi les cajoler, entretenir tout un tas de réseaux d'affinité, d'amitié. Et c'est pas si surprenant que ça, en fait, l'élection de Gérard Larcher. Évidemment, c'est facile de le dire. Après. Olivier Duhamel l'avait prédit dans le Lab d'Europe 1 et c'était l'un des seuls à avoir comme ça joué le coup de... pris le risque. Oui. C'est facile, effectivement, de le dire après. Mais pour quelqu'un qui connaît aussi bien la maison, il sait que c'est pas une assemblée qui aime être bousculée. Lui s'est présenté, parce que vous disiez tout à l'heure, comme le candidat de l'institution. C'est-à-dire qu'il était là pour défendre le Sénat. Alors que la candidature de Jean-Pierre Raffarin était plus construite pour changer le Sénat, pour en faire un Sénat offensif face à François Hollande. Les sénateurs ont préféré conserver la tradition de la maison, qui est d'avoir une assemblée pas excessivement turbulente à l'égard des pouvoirs, si ce n'est, il faut quand même relever ce que disait Gérard Larcher. Il veut faire du Sénat un Sénat d'opposition constructive, mais aussi d'opposition à François Hollande. Arnaud Foll. Alors, un petit bémol quand même sur Sarkozy, parce qu'il faut se souvenir lors de la dernière élection qui opposait déjà Raffarin et Larcher, en fait, Sarkozy avait fait battre à ce moment-là Raffarin en soutenant Larcher. Et que cette fois-ci, effectivement, il soutient Raffarin et il le fait battre aussi. Donc ça veut dire aussi que le personnage Sarkozy peut être aussi démonétisé au sein des élus. Alors on sait qu'il ne l'est pas du tout au sein des militants de l'UMP, mais il y a effectivement, semble-t-il, une fracture entre les élus et les militants. Là, on va y revenir parce que ça va être vraiment une des difficultés de l'équation politique de Nicolas Sarkozy dans les semaines qui viennent. Michel Soudet. Cette élection donne son sens à toute la séquence qu'on vient de vivre. Quand on était sur l'élection du Sénat ce week-end, on parlait de renouvellement du Sénat, ce qui faisait beaucoup rire nos lecteurs. Les lecteurs de Politis ne sont pas tellement des aficionados du Sénat. Ensuite, on a parlé de basculement quand on a eu le résultat. Et là, avec le retour de Gérard Larcher, ce qu'on voit, c'est que c'est une restauration au sens politique du terme. C'est le retour de la droite et de l'institution dans tous ses défauts, toutes les critiques qui ont pu lui être faites. Et sans doute, ça va poser un problème pour la suite, puisque le Sénat est extrêmement questionné dans son utilité. Et beaucoup voudraient maintenant qu'on en change. Hélène Becmézian, on va laisser de côté l'enjeu politique lié à Sarkozy, on va y revenir dans un instant.
ça aura été 3 ans pour rien pour la gauche finalement, parce que on avait beaucoup souligné à quel point c'était un événement que le Sénat passe à gauche, parce que le mode d'élection, la surreprésentation des petites communes rurales fait que c'est une chambre évidemment extraordinairement traditionnellement ancrée à droite. Le fait que la gauche l'ait remporté, c'était le résultat de vagues successives d'élections locales et régionales qui aboutissaient enfin. Et une fois que la gauche a eu sa majorité, elle était tellement émiettée, tellement contradictoire, cette majorité, qu'au fond, ça ne va pas changer grand-chose pour l'exécutif parce qu'il n'avait pas son Sénat non plus. Alors déjà, moi je dirais pas 3 ans qui ont servi à rien, mais 2 ans et demi qui ont servi à rien. Parce que comme un sénateur socialiste me faisait remarquer, il y a eu lui il appelait ça l'âge d'or du Sénat de gauche, c'est-à-dire entre octobre 2011 et mai 2012, quand le Sénat était vraiment une chambre d'opposition avant l'élection de François Hollande. Ça va changer quand même un petit peu, parce que mis à part les budgets qui n'ont jamais été acceptés effectivement à cause de cette majorité un peu bancale où il fallait aller chercher les voix des écolos, des radicaux, des communistes, ce qui n'était pas toujours facile. Donc aucun budget n'est passé, il y a eu des problèmes sur certains textes fondamentaux, mais il y a eu aussi plein de lois qui ont été votées avec l'accord du Sénat. Il y a eu en moyenne plus de 60% des amendements sénatoriaux qui sont repris par l'Assemblée. Ce qui veut dire qu'il y a tout un travail de fond, d'amélioration législative qu'on ne voit pas, sur lequel on n'a pas mis vraiment la lumière et qui ne sera plus possible à partir de maintenant. Donc ça va quand même un petit peu encore plus compliquer les choses pour le gouvernement, ça va ralentir les procédures. C'est sûr que peut-être moins avec Larcher qu'avec Jean-Pierre Raffarin, mais il va y avoir tout un tas de procédures, de motions, le plus possible pour ralentir l'adoption des textes. Nous sommes en duplex avec du Sénat, avec Bruno Retailleau qui va être candidat à la présidence du groupe UMP. Bonsoir monsieur, d'abord un premier commentaire sur cette large victoire de Gérard Larcher dans votre groupe parlementaire. Merci, bonjour Michel Field. Écoutez, moi je m'en réjouis. Je pense que cette large victoire, c'est aussi un signe. Je pense que nous allons avoir un candidat avec Gérard Larcher qui aura la puissance, si j'ose dire, la légitimité du scrutin. Et je crois que le Sénat en a besoin. Il en a besoin parce qu'il était très affaibli par la gauche. Il en a besoin parce que son utilité parfois est contestée. Et je pense qu'un candidat parfaitement légitime aura justement la force, la voix, précisément pour donner au Sénat son rayonnement, le rayonnement dont il a besoin dans le débat public français. Alors Jean-Claude Gaudin a dit tout à l'heure qu'il pensait que le scrutin serait plus serré, qu'il faudrait peut-être un deuxième tour, et on est assez étonné, c'est vrai, que l'écart soit aussi large. Je pense qu'il n'y a pas que Jean-Claude Gaudin qui était étonné. Tous nous attendions à un scrutin plus serré. On avait des candidatures de très très grande qualité. Je veux saluer bien sûr la prestation de Jean-Pierre Raffarin. Je pense que les collègues ont choisi Gérard Larcher parce qu'ils ont choisi une candidature 100%, si j'ose dire, Sénat. Une candidature de l'expérience, une candidature tournée vers les sénateurs. Gérard Larcher connaît parfaitement le fonctionnement de l'institution. Il connaît bien, il était plusieurs fois ministre, en même temps le gouvernement, les rouages administratifs de la France, et je pense que les uns et les autres ont fait ce choix pensant que Gérard Larcher pouvait défendre le Sénat, pouvait aussi faire rayonner le Sénat et peut-être imposer au gouvernement à la fois un rapport de force, mais en même temps qu'il était capable de débattre. C'est pas quelqu'un qui est fermé, Gérard Larcher, c'est aussi quelqu'un qui sait être ouvert. Mais en même temps, c'est quand même un camouflet que vous avez infligé à l'ancien Premier ministre. Pardonnez-moi Michel Field, mais j'ai beaucoup de bruit autour de moi et je n'ai pas entendu votre question. Je disais que peut-être malgré vous, vous avez quand même infligé un camouflet à Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Écoutez, c'est une primaire, c'est une primaire. Encore une fois, les qualités des candidats étaient parfaites. Simplement, il faut départager des candidatures. Chacun a son équation personnelle. Je pense que Gérard Larcher a profité aussi d'une expérience. Il a sillonné les routes, je crois, de France depuis très longtemps. C'est aussi le candidat des territoires, le candidat aussi de la ruralité. Et je pense que ça a pu faire la différence en même temps qu'il a toujours affirmé une indépendance, une stricte autonomie du Sénat vis-à-vis notamment de notre famille politique. Si je vous disais que Gérard Larcher a été élu par vos pairs parce que c'était le candidat du Sénat et que Jean-Pierre Raffarin a été battu parce que c'était le candidat du futur président de l'UMP, vous seriez d'accord avec cette analyse ?
Je suis d'accord sur le premier versant de l'analyse. Oui, Gérard Larcher a été élu grâce à cette stratégie entièrement tournée vers le Sénat, vers les sénateurs. Non, je pense qu'en réalité, Jean-Pierre Raffarin avait beaucoup plus d'indépendance que cela. Un certain nombre de ses amis ont peut-être fait de mauvaises confidences, mais en tout cas, ce qui était important, c'était l'équation personnelle de chacun et la conviction que Gérard Larcher était le mieux à même de défendre le Sénat et de le faire rayonner. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Je rappelle que vous serez vous-même candidat à la présidence du groupe UMP. François-Xavier Bourmeau, alors évidemment, il y a la formidable rhétorique d'Arnaud Foll qui nous a dit que c'était quand même un succès de Sarkozy puisqu'il avait soutenu Larcher à la dernière élection. Non, je plaisante, je me moque un peu. Mais alors, il n'empêche, même s'il faut en effet interpréter tout ça avec ce tamis des sénateurs, que ça témoigne en effet de cette sorte d'écart qui existe entre l'enthousiasme militant que Nicolas Sarkozy provoque en ce moment à l'idée de son retour et cette sorte de réticence. Si je voulais employer un mot sarkozyste, des corps intermédiaires de l'UMP. Et là, en fait, on a une sorte de premier écho-radar de la réticence de l'appareil de l'UMP à se ranger en bloc derrière Nicolas Sarkozy. On a vu effectivement qu'il avait sur le terrain un vrai succès militant, qui réussissait encore à réunir jusqu'à 5000 personnes pour un meeting. En revanche, et sans doute que cela est aussi lié à toutes les candidatures qu'on voit à la présidence de l'UMP, que ce soit Juppé, Fillon ou d'autres, à se ranger derrière l'ancien président. Là, l'élection au Sénat, c'est le premier signe évident que le retour de Nicolas Sarkozy dans l'appareil ne va pas être aussi simple que présenté face aux militants en tout cas. Michel Soudet. Je suis assez d'accord avec ça, mais pour ça, il y a une raison de fond. En 2011, qu'est-ce qui, pour une bonne part, a fait la victoire de la gauche au Sénat? C'était l'opposition des grands électeurs à la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy. Le conseiller territorial. Là, avec la création du conseiller territorial, la disparition des départements englobés dans les régions, enfin, ils n'auraient plus la même autonomie. Là, de nouveau, on a une réforme territoriale qui déplaît aux grands électeurs. Et les grands électeurs choisissent la droite, mais en même temps, ils ont écouté Nicolas Sarkozy. Ils ont bien entendu que parmi les rares choses que Nicolas Sarkozy a proposées dans son discours à Lambersart, il y avait le référendum pour imposer une réforme territoriale, laquelle on ne sait pas. Oui, il l'a dit d'ailleurs explicitement, c'est pour ça que je reprenais sa formule en disant quand les corps intermédiaires ou les élites voudront confisquer un débat, c'est au peuple qu'il faudra Donc il a clairement manifesté son intention de passer par-dessus la tête des élus, des grands élus, des sénateurs. Donc évidemment, ça ne peut pas plaire. Arnaud Foll, beaucoup s'interrogent sur l'intérêt du bicamérisme, surtout que c'est vrai que les anachronismes sautent aux yeux aujourd'hui. La parité, par exemple, est absolument ridicule. Hein. Il y a moins de 25% de femmes sénatrices. Il y a une pleine page dans le Canard enseigné qui rend public ce que les spécialistes savaient, à savoir que dans le corps des grands électeurs, il y a quand même des centaines et des centaines de grands électeurs qui sont à discrétion des sénateurs et qui mettent tel membre de leur famille, tels employés municipaux, etc. On n'est pas quand même dans la démocratie directe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, même dans le cadre d'une démocratie indirecte. C'est que nous, à Valeurs Actuelles, on se veut le journal de la France réelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Sénat, c'est pas le représentant de la France réelle. Le Sénat, on l'a vu aujourd'hui, si on revient à l'élection de dimanche, le Sénat ne représente pas plus la France que la droite au Sénat ne représente la droite française. Le Sénat ne représente pas la France. Pourquoi ? Parce que finalement, les socialistes ont connu une défaite assez légère, qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée de droite comme à toutes les autres élections, et que le Front National n'a que 2 élus sur 348. Et la droite ne représente pas la droite, parce qu'effectivement, ce scrutin interne l'a démontré. Le peuple de droite, les sympathisants UMP sont très largement derrière Nicolas Sarkozy, ce sera confirmé par l'élection interne, mais les élus de terrain, les grands électeurs, manifestement ne sont pas sur cette longueur d'onde. Donc effectivement, il y a tout de même un problème de représentation du Sénat. À quoi sert-il ? Et on voit qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, ce sont les sénateurs eux-mêmes
qui mettent ce sujet sur la table. Mais alors, justement, quand l'autre jour, Bernadette Chirac déconseillait à Nicolas Sarkozy de se présenter à la présidence de l'UMP en disant « c'est pas de son niveau », je fais résonner cette phrase-là avec le score d'aujourd'hui. Quel intérêt de prendre un parti si son appareil, ses élus, sont finalement réticents pour mieux les... Ouais, disons en tout cas qu'elle aurait mieux fait de lui conseiller de ne pas soutenir Raffarin à la présidence du Sénat, à la limite. Mais effectivement, Sarkozy a envie de se retrouver avec une machine de guerre pour effectivement partir à la conquête de 2017. Cette machine de guerre, c'est un parti qui va essayer de transformer. Y parviendra-t-il? Je pense qu'il a conscience, et quand on interroge ses proches en off, on sait très bien que ça ne va pas être une partie de plaisir, ce ne sera pas un champ tapissé de roses, bien évidemment. Et il vient de connaître son premier échec. Pour vous, c'est quand même l'échec de Sarkozy? C'est évidemment un échec de Sarkozy. Dès lors qu'il avait appelé à voter pour un candidat, et que ce candidat était même quelque part un peu le favori des médias, et que ce candidat a échoué, on ne peut pas dire autrement que c'est un échec. De la même façon, encore une fois, je le rappelais, que la dernière fois, on avait dit que c'était un succès pour Sarkozy, le fait d'avoir soutenu Larcher contre Raffarin. François-Xavier Bourmeau. Mais juste, on peut revenir sur le Sénat qui, effectivement, n'est pas représentatif de la société française, c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi le but. Parce que cette chambre-là, elle était construite comme un amortisseur des soubresauts de la société. On voit bien que... Ça, pour amortir, ça amortit. Si c'est sa raison sociale, c'est 100% réussi. De réglage, mais on voit bien que le mode de scrutin, avec des grands électeurs, ça crée déjà une première soupape de sécurité. Ensuite, il y a tout un tas de choses qui font que le Sénat, en fait, représente surtout, indique, la composition du Sénat retranscrit des mouvements de fond dans la société française. Quand le Parti socialiste le conquiert en 2011, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail du PS, d'implantation dans les territoires, où justement, vous le rappeliez tout à l'heure, avec des victoires locales, des élections, une succession d'élections remportées par le PS qui débouche sur la prise du Sénat. Mais avec un effet un temps de décalage assez important. Voilà, avec énormément d'inertie. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui est intéressant dans le scrutin de dimanche dernier, c'est les mouvements de fond que ça retranscrit. On voit que le PS sur le reculoir et surtout l'entrée du Front National. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait écho, là aussi, à ce dont on parle souvent, qui est le décrochage du Parti socialiste avec les catégories populaires. On voit bien que l'électorat à la base traditionnel du Parti socialiste est en train de se décaler vers le Front National. Et ça, on en a un premier signe avec l'entrée de 2 sénateurs du Front National au Sénat. Une toute petite précision, c'est que la vague de fond, il y en a une qui ne se répertorie pas dans l'élection au Sénat, c'est celle de l'abstention, puisqu'au Sénat, le vote des grands électeurs est obligatoire. Christophe Béchu est avec nous, sénateur UMP du Maine-et-Loire. Bonjour, est-ce que vous acceptez qu'on interprète politiquement ce vote en faveur de Gérard Larcher comme un léger camouflet à l'ancien président Sarkozy, qui avait son rival? En tout cas, je comprends qu'on le fasse. Tout le monde attendait un écart assez serré entre les deux candidats et on a un écart à l'arrivée plus large qui oblige à se demander ce qui a pu se passer pour que là où on pensait qu'il y aurait peu d'écart, il y a un écart plus grand. Et dans les faits politiques, entre guillemets, marquants de cette campagne pour la présidence, il y a eu des prises de position de Jean-Pierre Raffarin en direction de Nicolas Sarkozy qui ont pu peser dans le scrutin et expliquer une partie de cet écart. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais je comprends qu'on se pose la question, qu'on l'interprète de cette manière. Et vous l'interprétez comment ? J'aurais la faiblesse de l'interpréter de la manière dont vous venez de l'écrire, même si à titre personnel, je suis un mauvais exemple, puisque j'ai voté Jean-Pierre Raffarin, et je ne suis pas insensible à des candidatures qui marqueraient un renouvellement de génération dans ma famille politique. D'accord, ça c'est bien envoyé. En même temps, oui. Non, juste ce que je veux dire, c'est que c'est la preuve. C'est la preuve que les choses sont un petit peu plus complexes que la lecture qu'on pourrait en avoir. Il y a des sarkozystes qui ont voté pour Gérard Larcher, il y a des fillonistes qui ont voté pour Jean-Pierre Raffarin. Néanmoins, compte tenu de l'écart et de l'ampleur, on est forcé de se demander si ces prises de position très claires par rapport à la présidence de l'UMP n'expliquent pas une partie de cet écart par rapport à des sénateurs qui sont attachés à la fois à une forme d'indépendance, mais qui aussi, pour beaucoup d'entre eux, considèrent qu'il ne faut pas déjà être dans la présidentielle de 2017 et que le sujet, c'est la fabrique législative maintenant et c'est le fait d'essayer d'améliorer les textes et les lois que la majorité nous amène. Gérard Larcher l'a dit, il va néanmoins être un président d'opposition constructive au texte proposé par l'exécutif. Et ça, toute la famille UMP va se retrouver derrière lui.
Bien entendu, on a besoin de cette opposition et de cette opposition constructive dans un temps où il faut aussi qu'on fasse entendre aux Français qu'il y a d'autres possibilités, d'autres réformes, d'autres amendements qui sont possibles par rapport à des textes et que ce n'est pas parce qu'il faut faire des économies ou restaurer des équilibres budgétaires que la voie que choisit le gouvernement, qui consiste à taper sur les familles, à augmenter les impôts et à faire croire qu'il fait des baisses de dépenses, est la bonne pour restaurer et redresser notre pays. Est-ce que l'UMP, majoritaire avec ses alliés centristes, serait capable de rénover le Sénat? On a pointé avant votre intervention quelques anachronismes, les grands électeurs à discrétion des sénateurs, la parité qui est loin d'être respectée. Est-ce que ça mériterait pas quand même un grand coup de ripollinage? C'est mon souhait le plus cher. Je crois que le nombre de nouveaux sénateurs aussi cette fois-ci peut être une vraie opportunité pour qu'on se saisisse d'une auto-réforme du Sénat. Et dans les propos qu'a tenus Gérard Larcher devant nous, il n'a pas fait mystère du fait qu'il avait le sentiment que le statu quo n'était pas possible sur un certain nombre des sujets que vous évoquez. Merci beaucoup Christophe Béchu de cette franchise dans vos réponses. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP du Maine-et-Loire. On se retrouve toujours pour analyser cette victoire, cette large victoire de Gérard Larcher dans le vote de l'UMP. Avec 80 voix, Gérard Larcher sera donc le prochain président du Sénat. Et ce qu'on analyse, c'est la défaite assez cinglante de Jean-Pierre Raffarin, 56 voix seulement. Philippe Marini, 7 voix, c'était plus attendu. Et Jean-Pierre Raffarin qui avait eu le soutien de Nicolas Sarkozy. On y revient après le rappel des titres. Voilà Gérard Larcher qui a battu à plate couture Jean-Pierre Raffarin, le candidat favori de Nicolas Sarkozy. Et déjà, évidemment, nous avons analysé dans la première partie ce camouflet que une partie de l'appareil UMP vient d'infliger à son futur et probable président. Plus généralement, revenons un petit peu sur cette UMP au Sénat. Michel Soudé, il y a quelque chose d'assez notable, on le disait hors antenne. Les grands vainqueurs de l'élection, c'est beaucoup les centristes, et c'est les centristes qui empêchent l'UMP d'avoir sa majorité à elle toute seule au Sénat. Oui, effectivement, on s'aperçoit que dans les derniers scrutins, les centristes ont repris un peu de poil de la bête, que ce soit aux européennes ou aux sénatoriales. Sénat, ils ont 29 sièges. Hein. Ça correspond... non, plus. Non, ils font un compte de 43 sièges, là. D'accord. Oui, ils ont fortement augmenté. Et ça correspond aussi, pour les élections sénatoriales, à... un peu le positionnement de bon nombre de grands électeurs sans étiquette dans les milieux ruraux ou dans tout ce qui est petites villes, petits villages, qui sont des élus qui sont sur des listes d'intérêts locaux ou qui ont une certaine attirance pour ce positionnement centriste et en tous les cas qui ne veulent pas s'attacher à un parti comme l'UMP, surtout dans la période où on a vu l'UMP se déchirer et ensuite où on voit très bien qu'elle va se remettre derrière Nicolas Sarkozy. Hélène, oui, alors le groupe UDI-UC, un effectif de 40 élus, troisième force du Sénat et sans doute aussi allié pas forcément très docile de l'UMP. C'est sûr, oui, comme mon voisin vient de le rappeler, ça fait un certain nombre d'élections que l'UDI commence à prendre de plus en plus de poids. Donc là, l'UMP n'a pas de majorité absolue sans eux. C'est peut-être aussi ce qui peut expliquer la victoire de Larcher, qui s'est toujours positionné plus au centre, qui a fait des appels de pied dès dimanche soir pour les centristes. Et juste d'ailleurs sur Larcher, je voudrais dire quelque chose qu'on a oublié de dire. Quand on parlait du renouvellement, de faire des réformes, il ne faut pas oublier que Larcher, quand il a été président du Sénat de 2008 à 2011, c'était le premier à avoir lancé des réformes pour notamment assainir les finances du Sénat. Donc c'est aussi amusant de noter que finalement les sénateurs n'ont pas été effrayés de revoter pour quelqu'un qui leur avait un petit peu coupé les vifs sur plein de choses. Ils avaient tout un tas d'avantages, notamment des prêts à taux zéro pour l'immobilier, tout ça c'est fini, réduction du parc automobile, voilà, plein de mesures là-dessus. Est-ce qu'il va continuer là-dedans? Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à surveiller. Arnaud Folk. Mais Larcher a été aussi, il faut le reconnaître, assez courageux dans ses prises de position par rapport à Sarkozy, parce qu'il s'est montré très dubitatif. Il a même dit qu'effectivement, le fait que Sarkozy veuille abandonner le clivage droite-gauche, ça lui apparaissait suspect. Donc il est effectivement, manifestement, une personnalité plus valeureuse, plus combative que l'image qu'il pouvait en donner.
Maurice Leroy vient de m'envoyer un tweet en me disant que le groupe centriste avait 43 sièges. Voilà. Donc on est d'accord, c'est 43. Parce qu'il y a quelques élus divers droits. Voilà, c'est toujours assez compliqué. Parce que jeudi pour choisir un groupe, donc pour l'instant, c'est pas. Merci de venir à mon secours. François-Xavier Bourmeau. Oui, la question maintenant, c'est qu'est-ce que ce Sénat va changer pour l'exécutif? Est-ce que le fait d'avoir un Sénat qui est passé à droite avec l'appui des centristes, ça va... paradoxalement, je pense que ça ne va pas énormément faire changer la situation, puisque jusqu'à présent, on a vu au début que François Hollande avait du mal avec un Sénat de gauche. Donc le seul risque pour lui, c'est que ça ralentisse des réformes qu'il a prévu d'engager dans la dernière partie de son quinquennat, en 2016, les réformes institutionnelles. C'était déjà compliqué avant les sénatoriales, puisqu'ils n'avaient pas la majorité des 3/5 au Congrès. Ça l'est encore plus maintenant, d'autant que la droite va avoir intérêt à jouer la surenchère, en fait, pour faire monter les enchères, pour accepter éventuellement de voter quelques réformes institutionnelles que proposerait Hollande. Mais en tout cas, ils ont entre les mains maintenant une arme à droite qui est de faire rater à François Hollande la fin de son quinquennat. Ce qui serait quand même très très bien, c'est que les sénateurs jouent le rôle que les sénateurs de gauche ont joué dans la petite période où le Sénat a été de gauche. J'étais d'accord avec ce que disait Hélène. Quand la gauche était dans l'opposition, là, le Sénat a voté des choses incroyables, comme notamment l'interdiction des licenciements, ce sur quoi ils n'ont jamais revoté une chose pareille. Et là, on va avoir le budget. Alors, ce qui serait bien, c'est que les sénateurs, notamment UMP et UDI, aient le courage de dire où ils veulent faire des économies, puisqu'ils disent, nous, il faudrait 80 milliards, ça c'est les centristes, l'UMP, il faudrait 150 milliards d'économies. Eh bien, dans le budget, ce qui serait très bien, c'est qu'ils nous montrent où ils font les économies, les milliards. Et là, le Sénat retrouvera une utilité, parce qu'ensuite, les électeurs sauraient enfin à quelle sauce on veut les manger. Merci à tous les quatre.